Observant la manœuvre suicidaire amorcée par le conducteur de cette locomotive de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, à Benaleka, dans la province du Kasaï central, en RDC. Voilà la République démocratique du Congo. Voilà comment il a souffert. Ça fait déjà deux mois à peu près. Et qu'il n'y a pas de passage train, n'importe quoi. Donc, le rail, nous sommes à Benaleka précisément, pour remplir le ravin. Il faut que le maman apporte des sables, des terres dans des seaux, des petits seaux. Et on est en train d'améliorer avec des bêches. Voilà la souffrance que nous sommes en train. Avril 2011. L'objectif du projet Banque mondiale RDC à la Société nationale des chemins de fer du Congo était principalement de redresser la SNCC en quasi-faillite. Doté d'un financement de près de 500 millions de dollars américains, 8 ans ont été consacrés à la mise en œuvre du projet, au terme duquel un important patrimoine, dont 38 locomotives, a été légué à la SNCC. Mais 6 ans après l'échéance du projet Banque mondiale RDC, de la trentaine de locomotives héritées par la SNCC, il n'en reste plus une dizaine. Alors, des questions se posent. Comment peut s'expliquer une telle situation ? La SNCC serait-elle un cas désespéré à redresser ? La SNCC saura-t-elle rester et s'imposer comme opérateur fiable afin de tirer profit d'heureuses perspectives qui profilent à l'horizon avec la réhabilitation du corridor Lobito ? Car si tout est déjà en place du côté angolais, il ne reste plus qu'à mettre au même standard la voie ferrée du côté congolais. L'économiste de transport Michel Boulongo, qui avait assuré la gestion de ce projet pour le compte de la Banque mondiale, nous y apporte un éclairage. Ces images inspirent la désolation, mais aussi une grande tristesse en moi parce que nous avons travaillé sur ce chemin de fer pendant près de 10 ans. Et dans le cadre du projet de transport multimodal, nous avons fait des travaux, mais je ne crois pas que les travaux étaient allés jusqu'à Benaleka, vu que les moyens étaient quand même limites sur la réhabilitation de la voie. Mais c'est la conséquence de la vétusté et de l'obsolescence de la voie. Nous avons dans le réseau de la SNCC, c'est des voies qui ont été posées à partir de 1908. Et le gros de ces réseaux, qui fait à peu près 3648 km, le gros de ces réseaux n'a pas été renouvelé depuis près de 50 ou 60 ans. Ajouté à cela, cette vétusté de la voie, il y a aussi le comportement humain. Vous verrez que vers Benaleka là-bas, les populations se sont installées dans le voisinage de la voie. Or, dans les standards de fonctionnement d'une voie ferrée, il y a une distance autorisée ou non autorisée pour les constructions. Et c'est tout ce voisinage-là qui crée le ravinement qui aboutit finalement à des érosions. Et en dernier lieu, le comportement irresponsable des exploitants, donc des travailleurs plutôt que l'on voit là, qui veulent faire passer une locomotive sur laquelle est attelé des wagons plats, sur une bande de terre qui, forcément à vue d'œil, ne peut pas supporter le poids de ce convoi-là.
Et voilà, comme ça, la SNCC a perdu. Pour moi, j'évalue à peu près ce matériel autour de 5 à 6 millions de dollars. Vu que la locomotive que vous voyez sur les images, c'est des locomotives que nous avons achetées pendant le projet de transport multimodal, donc il y a moins de 10 ans. C'est des locomotives qui ont été livrées à la SNCC entre 2014 et 2015. Donc, ouais. Or, la durée de vie technique d'une locomotive, c'est autour de 25 à 30 ans, et des fois au-delà. Donc là, on perd un matériel d'exploitation comme ça, sur une inconscience, une irresponsabilité des agents qui étaient là. Et j'ose croire que la direction générale a pris des mesures conséquentes et qu'elle a sanctionné tous ceux qui sont à la base de la perte de ce matériel. Vous savez, le projet est un projet sur la relance de la SNCC. La première problématique de ce projet était que les fonds de départ n'étaient pas mobilisés. Parce qu'au départ, avec le business plan qui était en place, il fallait à peu près 1,2 milliard de dollars. Ce milliard-là n'était pas trouvé. La Banque mondiale, en deux temps, avait accordé près de 400 millions de dollars pour la relance de la SNCC. Il était prévu dans le cadre des contrats chinois que 15 000 km des voies ferrées soient construits et réhabilités. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Or, au moment où la Banque mondiale et nous, la RDC, montions ce dossier-là, ce projet, nous avons été voir à l'époque l'ambassadeur de Chine et les Chinois pour dire, OK, comme il est question de relancer la SNCC et qu'il est prévu dans le cadre des contrats chinois, la réhabilitation et la construction des 15 000 km de voies ferrées, vu que la SNCC disposait du 5e des voies qui étaient prévues à construire et à moderniser, donc à peu près 3600 km, il aurait fallu que le projet des contrats chinois puisse avancer les fonds au PTM pour réhabiliter justement la voie. Or, la voie, c'est l'outil essentiel dans le cadre de la relance de la SNCC. Malheureusement, la réponse était négative et nous avions dû travailler avec les fonds fournis par la Banque mondiale et une partie, à peu près 100 millions, par le gouvernement. Donc, en gros, on était autour de 470 millions de dollars qui ont servi à relancer la SNCC, ce qui n'était pas suffisant. Qu'à cela ne tienne, nous avons travaillé quand même sur le tiers de la voie, où 120 km dans le Copperbelt, c'est-à-dire entre Sakanya, Lubumbashi et Kolwezi, il y a à peu près 120 km qui étaient fortement dégradés, qui avaient été totalement réhabilités. Et sur le reste du réseau, en allant vers de Lubumbashi vers le Kasaï, vers Kamina et vers le Kasaï, nous avons quand même travaillé sur à peu près 1000 km en termes de renforcement de la voie et des réparations et tout ça. Ce qui n'était pas exactement suffisant, vu que cette voie, comme je l'ai dit, elle a un siècle d'existence. Alors le coût en termes d'investissement, c'est à peu près au bas mot 200 millions de dollars qui étaient engloutis dans les investissements et qui font qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, si la SNCC tient encore la route, si je dois le dire, c'est grâce justement à ce projet. Et il faut aussi avouer que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour garder quand même un certain nombre de financements à la SNCC
en accordant le financement des hydrocarbures qui est fait dans le cadre de la parafiscalité pétrolière. Donc aujourd'hui, lorsque vous achetez 1 litre de carburant à la pompe, il y a une quotité qui est destinée à fournir ce même carburant à la SNCC. C'est autour de, à l'époque, on avait fixé 1 200 000 dollars mensuellement que les stocks de sécurité du gouvernement venaient en aide à la SNCC en termes de subventions. Et de deux, le gouvernement a mis en place aussi la redevance logistique terrestre, qui est une des redevances qui est cédée par le gouvernement à la SNCC pour l'investissement dans le secteur ferroviaire essentiellement. Ce qui permet aujourd'hui de continuer la mise en œuvre des investissements sur le réseau ferroviaire et aussi la quotité qui est prise sur la parafiscalité pétrolière permet justement à ce que la SNCC ait une subvention sur son exploitation par le gouvernement, ce qui est une très bonne chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la SNCC, petit à petit, ses activités sont pérennisées. Le projet a légué un grand patrimoine. Comme je dis, c'est 400 millions de dollars. Et dans ces 400 millions de dollars, il faut dire qu'à peu près une centaine de millions de dollars ont servi à 3 plans sociaux qui ont permis de mettre à la retraite plus de 5000 agents qui avaient déjà atteint l'âge anniversaire de leur retraite et qui ne sortaient pas parce que la SNCC n'avait plus les moyens de les faire partir. Comme je disais, il y a eu à peu près 200 millions d'investissements dans les rails, dans l'achat des locomotives. Le gouvernement, en gros, c'est 38 locomotives neuves qui avaient été fournies à la SNCC, plus au moins une quinzaine de locomotives d'occasion achetées par le gouvernement. Donc on était autour de 38 plus 15, on était autour d'une cinquantaine de locomotives. Il y a 1200 wagons qui avaient été réhabilités, mais à l'époque où tout marchait bien, la SNCC en avait 5000. Et puis il y a tous les engins de rail qui ont été achetés et beaucoup d'autres investissements qui ont été faits, notamment des groupes électrogènes. Parce que vous savez, la SNCC dans certaines contrées, c'est elle qui fournit le courant. C'est le cas d'Ilébo. Il y a un grand groupe qu'on a acheté dans le cadre du projet, un groupe de 1000 kVA qui sert au niveau d'Ilébo parce que Ilébo est un nœud important entre le fluvial et le ferroviaire. Et là, on a un grand groupe pour faire fonctionner tout le matériel qu'il y a au niveau du port d'Ilébo. Et ce groupe de 1000 kVA fournit même la ville d'Ilébo en courant électrique. Voilà. Donc, le patrimoine a été conséquent, qui a été légué par le projet à la SNCC. Mais le grand problème que nous avons là-dessus, il faut le dire, ça a toujours été, dans notre pays, la maintenance du matériel. Vous savez, ça fait sourire. Ça fait sourire parce que avant d'acheter ces locomotives, je rappelle, c'était des locomotives neuves. Et il y a eu des débats entre, j'ai dû modérer moi-même en tant que chef de projet, des débats entre les spécialistes du matériel roulant, SNCC, et les spécialistes de la Banque mondiale, donc les consultants Banque mondiale. Et d'ailleurs, cela avait causé un retard dans l'acquisition de ces locomotives parce qu'il fallait
arriver à avoir l'engin idéal qui pouvait rouler sur ce chemin de fer qui était vétuste et obsolète. Donc, il fallait un matériel basique avec pas trop, j'ai dit, d'informatique embarquée. Parce que vous savez, les nouvelles locomotives aujourd'hui, elles sont totalement numérisées, elles sont informatisées. Et elles doivent rouler sur une voie qui est fiable à 100%. Or, comme je disais, l'état de la voie chez nous ne permettrait pas que ce type de locomotive roule. Alors, il y a eu une forte discussion et le choix et le cahier des charges a été élaboré en fonction des conditions climatiques, mais des conditions d'exploitation aussi du Congo. Finalement, le choix a été fait sur l'acquisition des locomotives chinoises. Mais en réalité, ces locomotives chinoises n'étaient chinoises que de nom. Parce que le gros des parties nobles de ces locomotives était constitué des organes essentiels qui, elles, étaient de fabrication occidentale. Notamment le moteur. C'était un gros moteur Caterpillar, le moteur diesel. On a insisté, on a vérifié, qui a été fabriqué aux États-Unis et livré à l'entreprise chinoise qui avait gagné le marché. Les moteurs de traction étaient allemands. Donc, ouais. Donc ça, ce que je vous cite là, c'est les parties, les organes essentiels d'une locomotive. Les moteurs de traction, le gros moteur diesel, ce qu'on appelle la bogie, qui est l'essieu de la locomotive, tout ça. En fait, les Chinois n'ont fait qu'assembler cette locomotive. Et je vous dirai d'expérience que c'est le même type de locomotive qui continue à rouler sur les chemins de fer mozambicains, sud-africains, angolais. Dans les 3 pays que je vous cite, ces locaux sont encore en exploitation aujourd'hui. Et elles ont été acquises avant nous. Or, nous, comme je disais, ça fait peut-être, elles ont été livrées en 2004. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de l'acquisition de ces locomotives. Évidemment, le problème s'est posé. Qui se pose chez nous, et cela n'est pas lié essentiellement à la SNCC, c'est un problème qui est lié dans le comportement même des entreprises publiques. C'est-à-dire que les engins de génie civil, les engins tractés ou de traction, ne connaissent pas l'entretien et la maintenance qu'exige le fabricant. Et puis, il y a l'utilisation, par exemple, des huiles. Aujourd'hui, tous ces engins, le constructeur a posé des exigences techniques et technologiques qui concernent la performance des huiles et des carburants utilisés dans ces engins. Et puis, comme c'est des moteurs intelligents technologiquement, il y a une façon aussi de les conduire. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait que nos locomotives ont été amorties, en guillemets, ou détruites très rapidement chez nous. De ce côté-là, il est grand temps que dans nos entreprises publiques, que l'on forme des jeunes ingénieurs, des jeunes techniciens responsables, et que les dirigeants de ces entreprises mettent le là sur la gestion rigoureuse de ce matériel. Évidemment, ce matériel aussi doit rouler sur une voie qui est optimale, dont les conditions techniques et technologiques sont optimales. Malheureusement, nos voies sont à réhabiliter ou à moderniser entièrement. C'est ces 2 considérations prises ensemble qui font que le matériel roulant s'amortit très vite
et malheureusement empêche justement à nos sociétés ferroviaires d'évoluer dans un contexte normal et standardisé. À la décharge du management, il faut le dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises ont perdu les ressources humaines qualifiées qu'elles avaient. Et ces ressources humaines n'ont pas été remplacées. Si je prends l'exemple de la SNCC, comme je disais tantôt, nous avons exécuté 3 plans sociaux. Et ces 3 plans sociaux ont fait que les cadres les plus qualifiés ont quitté l'entreprise. Malheureusement, ils n'ont pas été remplacés. Et ceux qui les ont remplacés n'ont pas eu le même parcours professionnel que ceux qui sont sortis. C'est-à-dire, lorsqu'on analyse l'exploitation, par exemple, de la SNCC, on verra que le personnel qui est en train d'aller à la retraite a été recruté au début des années 80. Et c'était un recrutement scientifique qui était très exigeant et rigoureux sur le plan professionnel. Mais après cette génération de techniciens, de spécialistes de la voie ferrée, une quinzaine d'années après, on a commencé à engager des gens qui n'avaient pas le profil. Un peu comme ça se fait dans la plupart des services publics chez nous. On a commencé à engager sur des bases tout à fait subjectives. Et avec l'arrêt de la coopération structurelle en 1991, au moment où le Zaïre était mis sous embargo financier, le personnel de ces entreprises publiques n'avait plus eu droit à la formation continue. Alors, vous voyez donc, mauvaise formation, mauvais recrutement, pas de formation continue. Et entre-temps, toutes les écoles techniques de la SNCC, à cause de la rupture de la coopération structurelle, l'entreprise ne savait plus réaliser les investissements de modernisation et encore moins n'arrivait plus à former de nouveaux techniciens et des ingénieurs dédiés à la voie. Ce qui a fait que aujourd'hui, comme je disais, à la décharge du management, ces entreprises n'ont plus de personnel qualifié qui doit travailler dans ces différents postes. Ce sont des gens qui sont formés sur l'État et qui, avec les moyens de bord, essayent de faire avancer de ces entreprises-là. Et malheureusement, c'est la conséquence de ce qu'on voit sur les images. La SNCC n'est pas un cas désespéré. Je vous l'ai dit de prime abord qu'elle a été sauvée par la mise en œuvre du projet de transport multimodal et qu'après ce projet, 8 ans, le projet a pris 8 à 9 ans, après ce projet, quand même, le gouvernement, il faut l'avouer, a fourni des efforts pour pérenniser les acquis de ce projet. En accordant à la SNCC des subventions dans le cadre de la parafiscalité pétrolière, mais aussi dans le cadre de la redevance logistique terrestre, qui sont deux appuis aujourd'hui qui font que l'entreprise continue à exister. C'est des béquilles importants. Bon, maintenant, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Je crois que l'État doit à un moment donné
être conséquent et mettre les fonds, les moyens qu'il faut pour réhabiliter totalement ces entreprises d'un point de vue technique, d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain et d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, alors que vers la fin des années 80, début des années 90, même les spécialistes les plus pointus de la Banque mondiale, les spécialistes ferroviaires prédisaient la fin des chemins de fer en Afrique. Mais c'est le contraire que l'on voit. Quand vous prenez l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a un renouvellement et une modernisation importante des chemins de fer, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais je crois que dans les années qui viennent, on va se remettre là-dessus et il faut que le gouvernement se mette là-dessus. Vous savez, ce corridor de Lobito, donc on appelle le corridor de Lobito, qui comprend deux parties. Il y a une partie chez nous, le corridor ferroviaire, donc qui part de Kolwezi jusqu'à Didelo, qui fait à peu près 427 km. Et du côté angolais, donc la frontière angolo-congolaise jusqu'à Lobito, ça vous fait à peu près 1348 km. Donc ce corridor a toujours existé et a toujours fonctionné depuis l'époque coloniale. D'ailleurs, à l'époque coloniale, même la Zambie, son trafic minier passait par la voie de la SNCC pour arriver au port de Lobito, du côté angolais. C'est avec la guerre angolaise qui a duré près de 30 ans, qui a fait que ce trafic, dès les années 73-74, a été interrompu sur ce corridor. Après la guerre en Angola, effectivement, les Angolais ont très vite réhabilité leur chemin de fer. Donc la partie du corridor ferroviaire, la partie angolaise du corridor ferroviaire, donc les 1340 km, ont été réhabilités déjà depuis presque 10 ans. Et les Angolais avaient mis une somme de près de 2 milliards d'euros, si je me rappelle bien. Maintenant, le problème s'est posé de la réhabilitation chez nous, dans la partie congolaise. Il fallait réhabiliter, il faut réhabiliter aujourd'hui les 427 km. Quand bien même aujourd'hui, vu que les Angolais ont tellement insisté pour reprendre le trafic, parce qu'il faut savoir que le chemin de fer angolais ne peut être rentabilisé que si la partie congolaise fonctionne d'une façon optimale. Parce que qu'est-ce qui passe sur ce corridor ferroviaire? Principalement les minerais qui viennent de la région de Kolwezi. Or, vous savez, c'est dans la région de Kolwezi où sont concentrées les plus grandes mines de cuivre et de cobalt qu'on trouve au Congo. C'est normal aujourd'hui, mais c'est aussi dans le cadre de la guerre économique entre l'Occident et la Chine que tout ce combat se déroule. Parce que l'idée, l'Occident estime que la plupart des mines dans la province du Katanga sont entre les mains des Chinois. Et les Chinois, dans le cadre de leur projet des routes de la soie, en fait, c'est des projets qui existaient depuis longtemps en Chine, que le pouvoir chinois a remis au goût du jour. C'est des routes qui sont constituées pour approvisionner la Chine dans les différentes matières premières. Voyez. Donc ici, c'est une réaction de l'Occident qui s'est battue aussi pour avoir la mise en concession via Trafigura du chemin de fer angolais, pour justement aussi avoir la maîtrise de l'approvisionnement de ces matières premières du côté occidental. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces 30 dernières années,
tous ces minerais sortaient vers la voie sud, soit par le port de Durban ou par Dar es Salaam. Ce qui est normal parce que la Chine aujourd'hui est la plus grande consommatrice de ces minerais. Maintenant, et c'est la deuxième partie, il y a eu un accord sur le corridor de Lobito qui a été signé entre les 3 États parties que sont la RDC, l'Angola et la Zambie pour remettre en état ce corridor et le moderniser. Il est question maintenant de ratifier cet accord. Je crois que les parties angolaises et zambiennes l'ont déjà fait. Il ne reste plus que chez nous pour ratifier cet accord. Et lors de la dernière conférence qui a eu lieu en Zambie le mois passé, il a été décidé, d'après l'Union européenne, de mobiliser 200 milliards de dollars pour mettre sur ce corridor et non plus les 500 millions. Les 500 millions entrent plutôt dans le cadre de la réhabilitation, modernisation de ce corridor. Mais comme vous le dites encore une fois, avec la RDC comme parent pauvre dans le cadre des 500 millions, ou c'est la RDC dans le cadre de la réhabilitation de la voie ferrée entre Kolwezi et Dilolo, dans les 427 km, où on mettrait que 100 millions de dollars. Alors que les dernières études de la SNCC démontrent que pour moderniser et mettre au même standard la voie dans la partie congolaise, la mettre au même standard que la voie dans la partie angolaise, il faut au minimum 400 millions de dollars. Vous voyez, donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui conduit les bailleurs à toujours mettre peu de moyens du côté congolais, donc de notre côté, et à favoriser plutôt le développement, parce que ça induit le développement économique. Dites-moi, les 2 milliards projetés ne se mettront pas que sur la voie. Donc, sur ce corridor-là, il est question aujourd'hui de favoriser l'émergence, par exemple, de l'agriculture, l'émergence d'une industrie, de plusieurs industries, pas seulement agricole, mais l'industrie chimique et de plusieurs autres industries. Et lorsque vous voyez cela se ferait plus du côté angolais et zambien que du côté congolais, ce qui n'est pas normal. Alors que la rentabilité même du corridor ferroviaire est liée aux mines congolaises dans la région de Kolwezi. Donc, on est dans un cadre tout à fait d'abord géopolitique entre les grandes puissances pour la maîtrise des minerais stratégiques que sont notamment le cobalt et le cuivre dans cette partie.